Ensuite, on est d'accord qu'on se fait une version accélérée d'un début de projet, hein. J'aurais passé plusieurs heures sur cet aspect-là si c'était normal, et pareil sur les maquettes, j'aurais passé plusieurs heures. Là, bon, j'ai pas envie de vous faire perdre non plus 2 heures à m'entendre déblatérer sur telle ou telle micro-décision que je prends à ce stade. Mais voilà, c'est juste, je vous montre un peu les idées, vous me faites vos retours, et je vous présente un peu la méthode, et vous me dites ce que vous en pensez, vous faites des suggestions aussi. Je suis sûr que dans les personnes ici, il y a plein de personnes qui ont des suggestions et des méthodes hyper intéressantes aussi. Sur le fonctionnement, je cherche en parallèle un article qui pourrait vous intéresser. En gros, j'ai commencé un article, comme la plupart de mes articles, je l'ai commencé, je l'ai jamais fini, mais c'était vraiment sur le comment faire un bon cahier des charges pour les applications, et surtout quels sont les pièges à éviter. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais plus. Je vais rechercher ça. Donc là, l'outil que vous avez à l'écran, ça s'appelle octopus.do. Alors, ils ont un peu innové. Avec le point .do, c'est la première fois que je vois ça. Alors, question, est-ce qu'on passe par une étape de maquettage mockup avant de passer au dev Bubble? Oui et non. Le maquettage, savoir au moins quelles sont les pages qu'on va avoir, les logiques de navigation, quelles sont les sections qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on doit développer, c'est important. Après, moi, je fais jamais de mock-up. Alors, j'ai des fois des mock-ups qui me sont fournis par des clients, mais en fait, je le fais jamais quand c'est moi qui suis à la manœuvre là-dessus, que ce soit mon projet ou le projet d'un client, parce que déjà, je maîtrise juste mieux Bubble que Figma, donc en fait, je mets presque moins de temps à faire une page sur Bubble qu'à faire la maquette sur Figma. Alors, on est d'accord, je peux me former à Figma, mais je trouve que le temps de développement sur Bubble est suffisamment court pour qu'il n'y ait pas besoin, et c'est aujourd'hui suffisamment flexible pour qu'il n'y ait pas besoin d'avoir vraiment le patron précis avant de se mettre au développement. La situation était différente avant le nouveau Responsive Engine, où chaque édition d'une page était un enfer total. Moi, j'ai arrêté Bubble pendant des mois avant le nouveau Responsive Engine qui m'a réconcilié avec l'outil. Mais avant, éditer quelque chose, c'était absolument infernal. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus flexible, beaucoup plus simple. Donc, il y a une possibilité quand même de se lancer sur Bubble sans avoir au pixel près l'idée du rendu. Après, évidemment, tout input en termes de design, en termes de disposition de la page, etc., me semble bon à prendre. Xavier dit perso, je fais pas de mock-up, par contre, sur certains projets, j'ai les designers. Ouais, ça c'est intéressant. J'ai jamais bossé avec des designers, je l'ai envisagé sur certains projets, ça s'est pas fait finalement. En fait, j'avais l'impression que le client allait être très chiant sur le design, alors je lui ai proposé un designer, et en discutant, en fait, non, c'est pas qu'il était très chiant sur le design, c'est juste que bon, il avait déjà une application qui était effectivement avec un look très très daté, et qui voulait mieux que ça. Et bon, le premier jet que je lui ai fait avec mon thème standard, on va dire, sur Bubble, lui allait très très bien, quoi. Donc voilà sur le prototypage. Donc j'ai retrouvé là mon article sur la rédaction de cahier des charges, mais avant d'en parler, on se fait un petit tour sur la maquette. Est-ce qu'on doit inclure les pop-up en tant que page? De préférence, ouais, avoir un minimum. Déjà, un minimum est listé. C'est bête, mais des fois, il y a des apps qui nécessitent beaucoup de pop-up ou pop-in ou peu importe, mais beaucoup d'écrans de création, de modification, etc. Et si tu les listes pas, potentiellement, tu oublies une partie non négligeable du développement. Moi, la première application Bubble que j'ai développée, j'ai développé
j'ai développé avec mon frère. Et en fait, c'était une marketplace, mais avec des mécaniques assez poussées d'enchères, etc. Et en fait, on avait totalement négligé cette partie pop-up. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que c'était hyper compliqué parce qu'en fait, il y avait des produits de référence et quand on crée une annonce, il faut lier ça à un produit. Et si le produit n'existe pas, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on peut l'ajouter? Et puis ensuite, dans ce produit, il y a des variantes. Et ensuite, je crée mon annonce. Et puis quand je réponds à une annonce, j'enchéris. Mais comment est-ce que je surenchéris? Comment est-ce que... Tout un tas de trucs qu'on avait totalement zappé. Juste zappé. C'est pas qu'on savait pas que ça existait, c'est juste que on était un peu parti du principe que ouais, c'est bon, ça va être les pop-up. Et en fait, ouais, c'est juste les pop-up, mais les pop-up, potentiellement, ça peut être un truc que tu fais en 10 minutes parce que c'est hyper simple, t'as 5 champs et c'est bon. Ou ça peut être un truc qui va te prendre un temps absolument infini si tu l'as pas bien préparé. Là, on va pas faire les maquettes de toutes les pages, mais juste on va commencer un peu et pour vous montrer un peu l'outil Octopus que j'ai en version payante depuis quelques mois, c'est la première fois que j'utilise depuis que j'ai pris la version payante. Donc c'est un peu une redécouverte, on va dire, pour moi. Mais c'est un outil que j'aime bien parce que c'est vraiment le niveau zéro du wireframe. En fait, c'est pas forcément un outil, c'est pas forcément le meilleur outil s'il y a de la collaboration, parce que peut-être que tu as pas assez d'infos dessus. Mais si tu te fais un projet pour toi ou si en fait tu fais une maquette à partir des demandes du client et que tu seras le ou la seule développeuse sur le projet, ben c'est vachement pratique parce qu'en fait c'est un outil vraiment où ok, ça je sais qu'il y a ça là, je sais qu'il y a ça là, et tu passes à la suite. Euh, T'as pas besoin de t'embêter plus que ça. Mais écoute, salut Lauder, bonne fin de semaine. Tout ça sera en replay de toute façon sur ma chaîne YouTube, Pierre Simonin No Code. Et on se retrouve tous les vendredis à 16h pour continuer ce projet-là. Et peut-être aussi alterner avec d'autres projets. On verra ça le moment venu. Donc, on va parler de la page. Page projet. Non, d'abord, il y a la liste des projets. En dessous de cette liste des projets, il y a une page projet. Et on va avoir une liste des profils. C'est un annuaire quand même. Il y aura une option pour ne pas être listé dans la liste, mais... et là, une page profil. Donc, je liste petit à petit mes pages. Bon, pour l'instant, ça, on vire. Gardons ça propre. La main page, on s'en occupe pas pour l'instant. Vraiment, c'est le... J'ai envie de dire, la main page, c'est le truc limite qu'on design à la fin, quand l'application est finie. Parce que là, la main page, c'est vraiment la page marketing. Et... ouais, d'ailleurs, est-ce que je fais pas un sous-domaine sur Bubble et la main page sur Doric ou quelque chose comme ça? Ça pourrait être l'occasion. J'ai jamais testé Doric et... Ouais, non, parce que je pense que la main page, il y aura plein d'objets de la database. Donc, non, je pense que ce sera vraiment tout sur le nom de domaine principal. Donc, mais en tout cas, la main page, elle vient piocher sur les fonctionnalités et les arguments, etc. qu'on a... Ouais, main page sur Bubble, c'est l'index, on est d'accord. On va appeler index, d'ailleurs, puisque c'est Bubble. Voilà. Mais c'est un seul truc qui se fait à la fin. Ça n'empêche pas d'avoir des idées dès le début, mais je saurai vraiment ce que j'ai envie de mettre en avant une fois que j'aurai développé un peu le reste. Donc, la liste des projets, on va avoir un filtre. Et ce qui est top sur Octopus, c'est que là, je sélectionne un peu un type de... de bloc qui me paraît bien. Donc un filtre, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont qui pourrait ressembler à un filtre input search? Allez, voilà, mon filtre, ça va être une barre de search, même si ça ne se résume pas à ça. Ça donne bien l'idée. Et ensuite, on va avoir
On va avoir des projets comme ça, hein. Et c'est tout, sur une page projet, il y a pas grand chose d'autre que ça. Ça. Est-ce qu'il y a besoin d'autres choses? Pas forcément. Et sur la page d'un projet, on se réfère à ce qu'on avait ici. Et on voit là concrètement, donc projet, on a différents blocs de présentation, les métriques. La présentation du projet, c'est comme ça. Ah, peut-être une petite cover quand même en plus, histoire de rendre bien. C'est toujours sympa d'avoir. Le titre et la cover, la présentation. Là, je vais mettre mes chiffres clés. Est-ce qu'ils ont un truc qui ressemble à des chiffres clés? Bon, c'est ça qui s'approche le plus. Et ensuite, on va ajouter hop, bloc 1. Hop, un bloc 2. Etc. Et ce que j'aime beaucoup dans Octopus, en fait, c'est que rapidement, on commence à avoir une page qui ressemble à ce qu'on veut. Alors évidemment, on n'a aucune info de design, on ne sait même pas quels sont les textes, etc. Mais je veux dire, il n'y a pas 36 000 layouts possibles sur une page la plupart du temps. On met des blocs vus et revus. Donc, juste avoir la possibilité de mettre ces blocs-là comme ça directement euh, et vite avoir un aperçu de ce que ça donne. Et puis après, quitte à se dire, OK, je fais ça et où est-ce que je peux mettre... Voilà, ici, je peux mettre des commentaires et tout ce que je veux. Là, par exemple, je peux aller mettre le détail de, bon, titre et cover, voilà ce qu'il y a un titre, il y a un sous-titre. Je peux le lister tout de suite. Titre, sous-titre, lien vers le site, image principale. Hop. Voilà. Et là, comme ça, j'ai les infos complémentaires qui sont disponibles, parce que c'est vrai que une autre erreur qu'on peut faire quand on conçoit un site, une maquette, etc., c'est totalement oublier les textes. Moi, sur la plupart de mes apps, en fait, c'est moi qui me retrouve enfin, les apps que je fais pour les clients, je veux dire, c'est moi qui me retrouve à faire tous les textes parce que le client, il a dit je veux ça, je veux ça, je veux ça. À aucun moment, il a dit là, pour le texte d'introduction de telle page, de telle fonctionnalité, de ceci, de cela, voilà ce qu'il faut mettre. C'est des choses auxquelles on pense pas forcément. Donc, ce que je fais, c'est que je rédige ces textes et je fais une proposition. Mais c'est vrai que se poser un minimum la question avant et rédiger, parce que, mine de rien, en fait, je me rends compte qu'on n'est pas dans les mêmes dispositions tout le temps. Il y a des moments où on est vraiment en mode brainstorming, on a envie de lister les champs, on a envie de rédiger des textes, etc. Et le moment, on est juste en mode développement. Et moi, quand je suis en train de développer une page sur Bubble, la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de réfléchir à, bon, là, quel texte de présentation on va mettre. Juste, ça me gave et je suis pas vraiment dans cet état d'esprit-là, et c'est pas ce que j'ai envie de faire sur le moment. Donc, ça peut être bien d'anticiper aussi ces choses-là. Voilà, les profils, bon, c'est un peu le même principe, on va pas faire la même chose encore et encore. Juste, j'avais envie de lister les outils. Je trouve que c'est une page intéressante. Donc, le titre, c'est... ouais, ça va être un peu comme... Voilà, le titre, le logo, etc. Non, c'est pas ça que je voulais mettre. Hop, on peut ajouter les liens utiles.
le lien de la communauté, tout ça, tout ça, tout ça. Les liens utiles, ce sera ça. Allez hop, des boutons. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir les projets avec cet outil. On va avoir les ressources autour de cet outil et bon, par ressource, je pense qu'il y aura un bloc par ressource, un bloc formation, un bloc ceci, un bloc cela. Qu'est-ce qu'on peut mettre également sur cet outil? Bon, je pense que c'est déjà un bon début. Des avis utilisateurs, tiens. Juste évaluer, en fait, cet outil. Paf, pour dire: «Voilà ce qui est bien, voilà ce qu'on en fait» et cetera. Ça peut être intéressant. Il n'y a pas vraiment sur le no-code comme ça des agrégateurs d'avis. Le but étant pas de dire tel outil est bien, tel outil est nul, mais au maximum de préciser. En gros, quel est le cadre d'utilisation de cet outil? Pourquoi c'est bien? Dans quel cas c'est pas forcément le bon outil? Moi, c'est un peu mon cheval de bataille de casser ces querelles de clocher de non, tel outil est le mieux. Enfin, c'est surtout de se dire, ok, quel est vraiment le périmètre dans lequel tel outil va être le meilleur? Et c'est pas une histoire de est-ce que Airtable est mieux que TimeTonic ou vice-versa, c'est concrètement à quel moment il vaut mieux utiliser Airtable, à quel moment il vaut mieux utiliser TimeTonic. Il y a évidemment tout un tas de critères personnels qui entrent en compte, mais si cette plateforme pouvait aider à donner un peu des réponses sur le sujet, donc Xscriptus, il y en a qui existent, mais très très peu utilisés. On est d'accord. C'est pour ça que c'est quelque chose, en gros, qui doit aller avec une plateforme plus générale qui sert à d'autres choses. Clairement, les avis utilisateurs sur les outils, c'est pas du tout pour tout de suite. Je vais mettre ça dans la V2 peut-être plus tôt. Hop. Mais donc si c'est juste une plateforme pour noter les outils, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si c'est une plateforme où je note les outils en tant que moi qui ai un profil sur cette plateforme, qui est un profil freelance et qui me permet de le mettre en avant, bah tout de suite, ça peut avoir un peu plus d'intérêt de le faire. Après, peut-être que je vais développer ça, et puis en fait, il n'y aura personne dessus, et je laisserai la plateforme en ligne un certain temps ou pas, et enfin, c'est un peu le lot de toute plateforme, surtout un side project comme ça n'a pas vocation de devenir mon, mon activité principale à quelque moment que ce soit, c'est sûr. Mais je pense que il peut y avoir un créneau pour ce type de besoin. Donc voilà un peu sur la première maquette, et honnêtement, pour moi, ça, avec quelques informations complémentaires ajoutées sur les pages, et en plus, évidemment, des précisions directement sur les cartes pour expliquer un peu ce qu'il y a typiquement sur le filtre, quels sont les filtres que j'envisage. Ça me semble essentiel. Mais voilà, je pense que avoir déjà quelque chose comme ça, c'est suffisant quand on a une vision claire de ce qu'on doit développer dans sa tête. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui sert à briefer une personne, et à partir de ça, on sait tout. C'est un support de travail qui sert à formaliser ce que l'on a compris au fur et à mesure, parce que en fait, oui, c'est sûr qu'au bout d'un moment, quand on échange avec le client ou quand on bosse sur le projet, on commence à avoir une bonne vision de ce qu'on doit faire, mais il y a un moment, il faut formaliser, c'est indispensable, sinon on va oublier les choses, on va oublier un pan entier de l'application que du coup on va pas chiffrer, on oubliera de faire des trucs hyper importants qu'on ajoutera en catastrophe à la fin. Enfin, formaliser, c'est indispensable. Formaliser les choses que l'on sait déjà ou presque, pour ça c'est bien. Sinon, sinon il y a un boulot de recherche et de co-construction ou de co-construction à faire avec le client pour vraiment comprendre le besoin. J'en viens à un petit aparté sur les cahiers des charges. Quels sont un peu les pièges, et qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui me manque
dans les cahiers des charges, quelles sont les erreurs que je vois souvent. Salut Sirgis. Les gens dans le chat, n'hésitez pas à dire qu'il y a derrière le nom des personnes, parce que dans l'eau, il y a sûrement un certain nombre de personnes que je côtoie au quotidien sur le Slack No Code France, mais je ne sais pas forcément faire le lien entre les personnes sur le Slack ou dans la vraie vie et les personnes, et les pseudos sur Twitch. Donc, sur la formalisation du cahier des charges, déjà, il y a un premier point qui est essentiel, c'est la structure. Team Notion en français et ambassadeur Notion, bienvenue Sébastien. La structure de tout document est essentielle quand on rédige soi-même le document. Il y a des gens, des fois, quand je leur dis « Ah, mais là, sur Word ou sur Notion ou sur ce qu'on veut, utilise bien les titres, titre 1, titre 2, etc. pour structurer ton document », il y en a des fois qui répondent « Ah non, et moi, je mets juste du gras ou je mets de la couleur, je préfère faire comme ça. » Non, il y a des moments, c'est pas une préférence. Utiliser les niveaux de titres, c'est la bonne manière de faire. Si vous ne l'utilisez pas, c'est que vous faites mal, c'est que vous structurez mal, c'est que vous n'aurez pas un plan automatique, etc. Alors, Word essaie d'être un peu intelligent, et même si vous ne mettez pas des titres et que vous mettez des mises en forme à l'arrache, il essaiera de comprendre ce que vous essayez de faire, mais c'est juste pas la bonne manière de faire. Donc, la structure, c'est essentiel. Si dans votre cahier des charges ou votre description d'application, vous ne faites pas les parties bien identifiées, bien ordonnées, si dans le cahier des charges que vous envoie le client, vous avez 20 ou 30 pages de texte sans aucune partie, moi, clairement, je refuse le cahier des charges. Je dis, excusez-moi, est-ce que ce serait possible de structurer le cahier des charges, de faire des parties un peu, là, ça va pas être possible, c'est illisible, quoi. Donc, j'ai la chance de... J'ai la chance de crouler sous le travail, entre guillemets. Je sais pas si c'est une chance, mais bon, j'ai pas trop de soucis pour trouver des missions, donc c'est vrai que une mission, enfin une demande juste pour laquelle je dois faire un énorme effort pour comprendre vraiment ce qu'on me demande, c'est juste non, en fait. J'ai pas de temps, une énergie à perdre avec ça, et c'est vrai que la structure, déjà, c'est la base de tout. Appliquer tout le reste des conseils sans bonne structure, ça sert pas à grand-chose. Donc la structure, c'est avoir des parties bien identifiées, ça veut aussi dire avoir des parties logiques, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'une info soit dans le cahier des charges, il faut qu'une info soit dans le cahier des charges au bon endroit. Le nombre d'utilisateurs visés par mois, qui ils sont, etc., c'est pas au détour d'une fonctionnalité qu'il faut en parler, c'est dans une partie dédiée. Des bullet points aussi dans les parties pour lister les différents points. Des fois, une liste avec 3 points peut remplacer un énorme paragraphe incompréhensible. Donc, vraiment la structure et les illustrations. Combien de cahiers des charges je reçois avec 0 illustration, que du texte? C'est pas possible, en fait. À des moments, enfin, juste tu mets des illustrations de projets qui t'inspirent, de design qui t'intéresse, ah bah ça, j'aimerais bien que ça fonctionne comme sur tel outil. Et ce qui est hyper important, c'est quand on dit telle chose est une référence, c'est jamais juste mettre la description ou le lien, il faut à tout prix une capture d'écran. Quand une personne dit « Ah ouais, moi je veux m'inspirer de tel site, c'est bien », mais ça veut rien dire. Enfin, tel site, c'est je sais pas combien de pages, c'est plein de trucs. C'est quoi? C'est le header enfin, le héros qui t'inspire, c'est telle fonctionnalité en particulier. Enfin, c'est important d'être aussi précis que possible. Et il faut pas hésiter à demander au client de préciser toutes ces choses-là. C'est un gage de qualité souvent, en fait. Alors, il y a des clients que ça va gonfler et qui vont dire oh, « il a pas envie de bosser avec moi ». Bon, soit. Mais la plupart des clients valorisent ce temps passé parce que ça montre que vous vous en préoccupez, que vous avez... que vous êtes structuré, organisé, etc. Et c'est rassurant, en fait. C'est une personne qui a des retours et des remarques et des questions, c'est toujours plus rassurant qu'une personne qui prend quelque chose et dit « Ok, pas de souci, je sais faire, ne vous inquiétez pas, ça va être génial ». Moi, honnêtement, si j'étais client, une personne qui me dit ça et qui m'a posé aucune question, c'est fini. Enfin, je bosse pas avec, quoi. Donc, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais le contexte, pourquoi on développe cette appli,
Quand on développe une appli pour une entreprise, quelle est la place que cette appli, appli interne, externe, web, mobile, ou le site, etc. Mais l'outil ou le produit qu'on va développer, quelle est sa place dans les activités et la stratégie de l'entreprise, comment il s'articule avec l'existant, les process, les services, les outils, les apps, etc. Est-ce que ça remplace des trucs? Est-ce que ça se connecte à d'autres trucs? Est-ce que c'est totalement en silo? Quel est le résultat attendu de cet outil? Si un client vient pour développer une app mobile et que le premier objectif c'est d'avoir de la visibilité, je dis, mais je vois pas le rapport en fait. Enfin, si tu veux de la visibilité, tu fais un blog, tu développes pas une app mobile. Comprendre vraiment ce qu'on cherche, ou peut-être une app mobile, mais en tout cas, il faut qu'elle soit très très précisément développée. Je suis pas du tout spécialiste app mobile, dans la bonne direction. Et comprendre vraiment le résultat qui est attendu par le client, le modèle économique qu'il y aura derrière. Comment ils vont gagner de l'argent avec ça? Est-ce qu'il y aura pas de modèle économique parce que ça entre dans une activité plus globale, et cetera? Comprendre tout ça, en fait, ça aide à comprendre le besoin du client, donc ça aide à comprendre la solution qu'il faut mettre en place. Je prends jamais un cahier des charges, une liste de fonctionnalités telle quelle, en me disant: «OK, on me demande ça, je vais faire ça». Fin d'histoire. C'est vraiment toujours une interprétation, et challenger, remettre en question tous les points qui me paraissent pertinents pour, pour approcher au maximum l'aspect concret, les fonctionnalités, les pages, etc., de ce qui est vraiment important. Et ce qui est vraiment important, c'est pas les fonctionnalités, c'est l'objectif. C'est vraiment qu'est-ce qu'on cherche à faire. Un tour d'horizon des concurrents de la future app, les solutions existantes qui ont le même service ou les services comparables, et cetera. Si vous pensez qu'une app n'a pas de concurrent, ça sert à rien de la développer. Ça sert à rien de la développer, ça veut dire que vous comprenez pas exactement comment marchent les gens, comment marchent les apps. Une app, elle se place elle-même dans un écosystème plus grand, et c'est important de le comprendre. Un point important, c'est la langue. Dans quelle langue devra être développé l'outil? Est-ce qu'il faut du multilingue? Et challenger ça. Moi, j'ai un client, quand je lui ai posé la question, il me dit: «Ouais, multilingue, français-anglais», et là, je vois l'objectif et le public visé. Je vois la consigne multilingue, bilingue français-anglais. Je me dis: «Bah», je posais la question de manière un peu rhétorique, mais il y a pas besoin d'anglais, en fait. C'est une app en France pour des utilisateurs français, avec des contraintes légales françaises. Pourquoi est-ce qu'on mettrait de l'anglais là-dedans? Donc, c'est pour ça que c'est important vraiment de comprendre le tout. Le trafic visé aussi, le nombre d'utilisateurs, c'est pas la même chose s'il y aura 50 utilisateurs sur toute la durée de l'app, ou s'il y a un potentiel pour être demain à 10 000 utilisateurs. C'est bien de pas trop s'emballer et de se dire: «Ah là, mais est-ce que ça va pouvoir scaler si j'ai 2 millions d'utilisateurs par jour?» Honnêtement, si vous avez 2 millions d'utilisateurs par jour, vous aurez a priori un certain nombre d'étapes avant ça, qui vous permettront de voir venir, ou pas. Mais ça sert à rien d'anticiper ce genre de choses improbables, disons-le. Et puis après, bon voilà, je vais pas passer trop de temps là-dessus, mais lister les pages, les fonctionnalités, on en a déjà parlé. Un point dont je vais pas parler, qui est souvent oublié aussi, c'est les processus d'inscription et de connexion. Il y a 1000 manières de le faire, et ça peut être bien d'avoir une direction, parce que sinon, moi, je sais que quand je commence à développer une app et que j'ai aucune indication en la matière, je vais faire 3 systèmes d'inscription et de login différents, parce que j'essaierai plein de trucs et je dis: «Ah oui, non, mais en fait, pour cette app, c'est mieux». Donc si le client a une consigne là-dessus, en fait, c'est quand même pas plus mal. Heu, les points de maquette, de design, et cetera, c'est important. Et après, je pense qu'il y a un point qui est essentiel et qu'on voit dans à peu près 0 cahier des charges, c'est lister les questions et les dilemmes. Que ce soit votre cahier des charges, que ce soit un cahier des charges, qu'un client vous envoie, il y a forcément des points en suspens. Il y a forcément des questions qu'on se pose. Un client qui vient voir un prestat qui a 0 question, c'est pas possible. Donc dans son cahier des charges, quelles sont les questions? Peut-être qu'il y a des trucs où ils disent: «Mais ça, je suis pas sûr que ce soit vraiment utile. Ça, est-ce que c'est possible?» et cetera. Et c'est important de le lister, parce que c'est important de connaître vraiment les questions auxquelles il faudra apporter des réponses, alors tout de suite ou au cours du développement, et cetera. Heu et là aussi, c'est un signe
de la maturité et de l'ouverture d'esprit, on va dire, du client dans la manière qu'il a d'appréhender son projet. Parce que les clients qui ne supportent pas qu'on challenge le projet, qui ne supportent pas qu'il puisse y avoir des questions en suspens ou quoi que ce soit, enfin, c'est pas très très bon signe. Donc, ça peut être utile de lister un peu ces points-là, notamment du côté du client, mais pour le prestataire également. Un truc hyper important aussi, c'est la gestion de projet et la répartition des tâches quand vous bossez avec un client. Qui fait quoi? Le design, est-ce que c'est le prestat, le client, un peu des deux, mais dans ce cas-là, qui fait quoi? La charte graphique, elle existe ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Le logo, il sort d'où? Les textes, qui les rédige? Enfin, tout ça, c'est des choses hyper importantes à prendre en compte parce que sinon, vous pouvez avoir des gens qui traînent un peu pour le faire ou qui se renvoient la balle avec un client qui vous dit ah non, mais ça, c'est vous qui le faites, hein, c'est vous le prestataire. Enfin, ou des fois, vous pouvez faire des trucs vous-même alors qu'en fait, le client est en train de plancher dessus ou compte le faire et il appréciera pas que vous le fassiez. Donc, je pense que c'est un point assez important. Un point essentiel aussi, qui est en charge du suivi du projet chez le client? Vraiment une personne identifiée et disponible. Et disponible, ça veut dire de préférence, pas un ou une alternante. C'est bien les alternants, mais ça veut dire que c'est des personnes qui sont là une semaine sur 2 au mieux pour répondre à vos questions, etc. C'est pas top. Je sais que en ce moment, je bosse avec un client qui est comme ça. Et bon, on fait avec, et c'est un projet d'assez long terme, donc ça passe. Mais idéalement, quand même, avoir un point de référence qui soit là à tout moment dans l'entreprise. Évidemment, ils peuvent prendre des vacances, mais c'est quelque chose qui me paraît vraiment nécessaire. Le planning. Déjà, je pense qu'il y a un point qui est rarement communiqué, c'est le client, il dit toujours voilà pour quand je veux l'application. Après, quand on creuse, la plupart du temps, il n'y a pas de raison particulière. Donc, c'est bien aussi le challenger. Ça sert à rien de se saigner pour tenir des délais impossibles si, en vrai, ça sert à rien. Il n'y a pas de raison particulière de le faire. Mais il y a aussi un point important, c'est le planning de décision. Ok, vous en êtes où? Vous m'avez contacté moi. Est-ce qu'il y a d'autres prestataires dans la boucle? Quand est-ce que vous prenez une décision? Quand est-ce que vous pensez que vous pouvez signer? Parce qu'en fait, nous, en tant que prestat, on va faire des plannings qui commencent demain, parce que bêtement, on se dit que le client va signer tout de suite, alors qu'en fait, peut-être que le client, il a prévu de ne pas prendre de décision avant au moins 1 mois. Donc, avoir une visibilité un peu sur tous ces trucs-là, ça peut être utile. Les jalons importants aussi. Je déconseille en revanche de fixer trop dans le détail les délais des différentes phases de développement de l'application. Ça, c'est bon, à un moment, c'est pas le client qui doit les transmettre déjà, c'est le prestataire. Et pour le prestataire, il faut aussi se garder un peu de flexibilité et de marge aussi. Si vous avez prévu un planning au jour près à chaque fois pour dérouler le projet jusqu'à la fin, je peux annoncer sans trop de risque de me tromper que ça finira pas dans les temps. C'est pas forcément grave en soi, mais juste faut le savoir. Voilà un peu là sur les points du cahier des charges qui me paraissaient importants. Là, un point rapidement sur le budget, c'est pareil, on va pas passer trop de temps non plus, mais c'est juste donner un peu un aperçu de la manière dont je bosse. Donc ça, c'est mon outil de gestion que j'ai développé sur Airtable. Ça, c'est une interface Airtable sur laquelle je gère tous mes projets. Bon là, évidemment, il n'y a pas de budget puisque c'est un projet qui est pour moi. Mais en gros, quand je crée une mission directement, bon, j'entre la mission, le client, etc., le mode de facturation, le TJM, et je me suis mis... En fait, je me suis mis un peu les phases par défaut que j'ai dans un projet. J'en avais marre de devoir saisir un peu à chaque fois les mêmes phases. Donc, je me mets des produits de référence et je me dis, OK, cette application, il y aura besoin de tout ça. Comme ça me crée directement les phases dans le projet. Puis après, bon, ça, c'est
C'est les exemples enfin les cas pratiques et cetera que j'inclurai dans ma proposition commerciale, peu importe. Et donc ah oui, là ça s'est pas créé automatiquement parce que ça a planté tout à l'heure. Et donc la manière dont je gère ça, c'est qu'en gros, je crée des phases aussi précises que possible. Donc on va pas en faire 12, mais à titre d'exemple, heu, page d'un projet par exemple. Non, ça c'est la nouvelle mission, on s'en fiche. La nouvelle phase, page projet. La phase est-elle incluse de base? Oui. Ça me permet de faire la différence entre, voilà ce qui est inclus, voilà ce qui est proposé comme option, et j'utilise un outil qui permet d'avoir des cases à cocher où le client peut ajouter ou enlever les options, heu, avant de signer. Dans la description, je mets toujours, heu le détail en fait de ce qu'il y aura dedans. Bon là, on l'a détaillé ici, et de toute façon c'est pour moi, je vais pas entrer trop dans le détail. Heu, Héros, information clé, chiffre clé, bloc dynamique, heu, bloc de présentation. Voilà, par exemple, c'est très sommaire. En vrai, je fais plutôt des phrases où je précise un peu tout ça. Je mets toujours un produit, donc ici, là, c'est application web développement. Je mets toujours un produit, ça me permet d'avoir des stats de, je je passe tant de temps sur tel type de prestation, je fais tant de chiffre d'affaires et cetera. Mon TJM est à 0, c'est un projet pour moi. En général, je ne mets pas le nombre de jours tout de suite. Heu, Là, c'est si jamais, il y a des coûts fixes. Par exemple, des fois, je refacture le prix de l'outil, donc s'il y a un coût fixe, ça me permet de calculer mes marges. Je peux mettre une date de début, une date de fin. Voilà, c'est vraiment pour l'exemple. Heu, oui, non, c'est vrai que c'est Airtable qui commence la semaine le dimanche. Satané outil américain. Submit, et voilà, donc là, à mon projet, j'ai, bon, la vente et la gestion de projet, c'est ajouté systématiquement à tous mes projets, et là, j'ai ma page projet qui a été ajoutée, et en fait, en général, j'ajoute ça sans le nombre de jours, et le nombre de jours, je l'ajoute un peu, au fur et à mesure derrière. Là, typiquement, d'expérience, un truc comme ça me prend, mmh, en fait, il faut voir qu'il y a 2 points, il y a l'affichage et l'édition, et en gros, je mettrai 1 jour et demi pour la page projet complète, heu, donc 1 jour pour toute la partie affichage, une demi-journée pour l'interface d'édition pour les utilisateurs, et bon, comme on sait qu'il faut toujours mettre une marge de manœuvre, je mettrai probablement enfin 1 jour 75 ou 2 jours en pratique sur une phase comme ça, et bon là j'ai pas de TJM, mais voilà, si je mettais un TJM, au fur et à mesure, ça me calcule mon, mon budget. Je pense que c'est un souci de mise à jour d'Airtable. Non, pourquoi ça se calcule pas alors? Je sais pas, bon, peu importe. Mais bon, normalement, ça me met mon budget qui se calcule en temps réel. Je suis tellement surbooké que j'ai même plus l'habitude de faire des propositions. Donc voilà, en gros, tout ça pour dire que quand je commence un projet, il y a une phase hyper importante de découpage du projet, heu, découpage au plus fin possible. Alors quand je dis au plus fin, allez pas découper chaque bloc non plus de votre maquette, heu, en une phase qui va être chiffrée, parce qu'après ça ressemble plus à rien, mais découper vraiment, page par page, ou vraiment, fonctionnalité, principale par fonctionnalité principale, ça me paraît essentiel, parce que c'est la manière d'expérience la plus fiable d'estimer le d'estimer le temps. Bon, après, quand on débute, forcément, on se plantera dans l'estimation du temps, et on mettra 2 fois plus de temps que ce qu'on a prévu. Je vous rassure, c'est normal, on est tous passés par là,
a des projets pour lesquels j'ai passé plus du double de temps et voilà, bon, c'est formateur et bon, à la fin, on est payé quand même, hein, on bosse pas pour rien non plus, mais en avançant, on apprend un peu, mais ça n'empêche pas de prendre des précautions, évidemment, dès le début. Voilà, donc ça, c'est toutes les premières étapes de vraiment cadrage de l'application. On a les fonctionnalités, on a les pages, on commence à avoir les phases avec le budget, et cetera. Bon, on a ébauché, hein, ces différents points, ils sont moins définis, mais déjà, ça vous donne un peu un aperçu de la manière dont on peut fonctionner. Encore une fois, s'il y a une de ces phases ou une autre, vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le dire.